Messieurs, mesdames, nous allons, s'il vous plaît, accueillir notre cher invité, monsieur Picsou. Salut à toi. Hello, ça va ou quoi? Tu m'entends bien? Ouais, nickel, parfait. T'as Bon, as déjà un setup de streamer, donc ça va. ça va, on essaye de faire des efforts. C'est pas le plus grand des efforts parce que derrière c'est un peu le bazar, mais bon, On voit ça rien, devrait suffire t'inquiète. pour le live. Ça va, on cache la Tout est misère. bon. La classe, super. En tout cas, ça me fait plaisir de te voir. Ça me fait plaisir de t'avoir chez Cryptologique pour la toute première fois également. Et puis, je pense que la majorité des gens te connaissent déjà hein, sur les réseaux, que ce soit maintenant sur Twitter, sur Twitch également. Tu fais quand même pas mal de streaming aussi. Mais peut-être, est-ce que tu pourrais peut-être déjà te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas du tout, qui t'ont peut-être encore jamais vu, qui est CryptoPixou? Yes, bah écoute déjà, merci beaucoup pour l'invitation, ça fait très plaisir. J'avoue que je passe de temps en temps sur les lives. Je suis pas forcément la personne la plus active, mais voilà, je vois que tu es souvent actif dans la partie crypto de Twitch, donc je trouve ça cool déjà. Parce que le live, c'est un Yes. exercice qui est vraiment différent de ce qui peut être fait sur YouTube ou même de Twitter. Donc voilà, déjà, très cool de ta part pour l'invitation. Euh, pour les gens qui me connaissent pas trop, moi je fais pas mal de contenu lié au trading parce que tout simplement le trading c'est, je pense, une de mes plus grosses passions. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui m'anime pas mal et qui me stimule beaucoup intellectuellement, je pense, parce qu'on est face à pas mal de choses. On a tout ce qui est psychologique, on doit aussi faire face à beaucoup de données, savoir les interpréter, et puis derrière, j'essaie de retranscrire ça un petit peu sous forme de contenu, euh, de manière la plus intelligible possible, parce que des fois, c'est pas forcément facile d'expliquer le fond de sa pensée en quelques tweets, donc j'essaie de le faire avec des formats différents qui peuvent être YouTube, Twitch ou autres, et voilà. Et sinon, j'ai cofondé Coin Academy, qui est peut-être un média que vous connaissez, qui est un des médias, je pense, crypto les plus populaires, en tout cas les plus consultés qui existent. Exact. Donc un bon Bravo. achievement vu que c'est récent. Et puis à côté de ça, pas mal d'autres projets qui sont en train de se monter. Et puis j'ai fait pas mal de choses avant, mais ça c'est encore une autre histoire. Yes. Et puis pour les personnes, je peux me permettre de te demander ton âge. Je pense pas que. Quel âge J'ai as-tu? 25 ans. 25 ans, 5 ans. incroyable. Ok, donc à T'as quel partir âge toi? de. Moi, j'ai 28 ans, moi. Je suis de 93. Ok, ok. Ouais, mais je le fais pas. En fait, j'essaie d'avoir une petite moustache pour que je fasse à peu près quand même 25 ou plus. Hein. Mais c'est non. Si ça j'enlève, pour le peu que j'ai, je fais 21. Donc, yeah. Ah, on m'enlève la barbe, je suis foutu moi. Ah ouais, voilà, je comprends. Donc toi, en fait, tu as commencé la crypto-monnaie depuis quoi? 2017, 2018 à peu En près par fait, là? quand j'étais au lycée, j'avais un pote qui me parlait de crypto et qui minait en fait. Et il minait à l'époque du Bitcoin, il minait pas mal de shitcoins qui étaient un petit peu en vogue, je sais plus si c'était sur Reddit ou 4chan, enfin bref, les forums du moment à l'époque. Et à cette époque-là, je voyais que, enfin, la personne qui m'en parlait, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup, qui était quelqu'un assez technique. D'ailleurs, il a fait des écoles, enfin des études en tant qu'ingénieur et tout, et c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, qui est très très chaud. Et à l'époque, en fait, c'est pas que je m'en foutais, mais voilà, c'est un peu tu négligeais à l'époque, tu vois, genre tu disais ok, Mmh. c'est quoi cette merde, genre c'est quoi ce truc d'internet qui arrive de nulle part. C'était hyper early, tout le monde s'en foutait. Donc ça a été vraiment mon premier point de contact avec les cryptos. Et puis, le moment où j'ai vraiment commencé à dive dans les cryptos, c'est le moment où il y a eu Capet qui m'en a parlé. Capet, qui est un ami de longue date, notamment sur Call of Duty à l'époque. Euh, à l'époque, moi, j'étais pas mal impliqué dans tout l'écosystème e-sport, gaming, je faisais des LAN, je faisais des edits sur Call of Duty. Ensuite, j'ai fait pas mal de CS. Enfin, j'étais dans cet écosystème-là, d'où j'ai connu justement Capet. Et en fait, je me rappelle qu'il parlait de plus en plus des cryptos, en fait, simplement sur Twitter. Donc moi, j'étais pas mal actif sur Twitter et il en parlait de plus en plus. Et au bout d'un moment, j'ai sauté le pas et j'ai acheté mon premier Bitcoin, je crois un peu en dessous de 1000 $ sur Coinbase. J'étais dans le métro, je me suis dit bon, vas-y, on C'est le beau essaye, on voit timing. ce que ça donne. Et après, en 2017, j'ai all-in tout ce que j'avais mis de côté dedans. Waouh. Donc voilà, et forcément, ça m'a obligé à m'impliquer. J'ai testé plein de choses, le trading,
un petit peu d'analyse fonda à mes dépens. Mais par exemple, typiquement, Capet, c'est lui qui m'a expliqué comment un carnet d'ordre fonctionne, tu vois. Donc, Mmh. c'est l'époque de la baleine et tout. Donc, c'est un peu La folie. à partir de ce moment-là où tout a démarré, en tout cas. C'est un petit peu ton bras droit, il t'a donné bah, lui, il est aussi fort sur le côté fonda quand même aussi, hein, Capet le vrai. Je pense que beaucoup de personnes le connaissent aussi. Il a eu pas mal de business aussi, un petit peu externe aussi crypto, sur lesquels je pense qu'il a bien réussi aussi. Mais il t'a, je pense, donné vraiment cette énergie pour te dire, OK, je vais à fond maintenant dans la crypto. Bah, en fait, oui et non. C'est-à-dire qu'il m'a mis le pied à l'étrier. Et à partir du moment où j'ai commencé à m'intéresser à ça, j'ai vu le côté spéculatif. Donc, moi, j'étais beaucoup dans tout ce qui était investissement, jeu d'argent, tout ça. J'étais un petit peu foufou. Donc, forcément, quand tu vois des courbes bouger, des gens gagner beaucoup d'argent, etc., tu t'intéresses. Je pense que c'est un petit peu par ce prisme-là que beaucoup de gens aussi sont intéressés. Et puis, en fait, ça m'a tellement passionné que je me suis mis à fond. Et j'ai tout de suite été à fond en réalité sur la partie spéculative. C'est-à-dire que il y a eu il y a pas véritablement eu un moment où je me suis dit ok genre je vais faire de l'analyse fondamentale et tout. J'ai tout de suite eu des personnes assez compétentes pour m'épauler sur ce domaine-là. Et puis j'ai eu Capet donc voilà donc surtout côté spéculatif et puis ouais, Capet qui m'a mis bien le pied à l'étrier et qui a pu m'accompagner un petit peu dans cette petite aventure. Excellent. Et donc, quand tu as commencé, parce que c'est vrai que puis on va encore voir plein de plateformes d'échange, je pense, différentes. Quand tu as commencé en 2017, tu étais un petit peu sur quelle plateforme? Est-ce que tu as participé typiquement sur, Bittrex, Poloniex, BitMEX pour vraiment le côté un petit peu plus spéculatif, avec le Ouais. XBT ou tu étais un petit peu où? Bah, il y avait Cryptopia, je me souviens, mais ça c'était vraiment Ah OK ouf, ouais. fou. Mais j'allais pas trop dessus parce que pour moi c'était déjà un peu trop caca quoi. Il y avait un peu trop de shitcoin dessus, donc ça me faisait un petit peu peur. Mais je me souviens que c'est là où on trouvait les coins qui allaient être listés par la suite sur Bitrex. Donc j'ai pas mal utilisé Bitrex avant que ça devienne pourri. Euh, et ensuite, Poloniex, pas vraiment. Jamais véritablement passé de temps dessus. Et puis naturellement, après, ça a été BitMEX pour gamble tous mes bitcoins. Et puis voilà quoi. Ah, BitMEX, ah ouais, quand même aussi, ouais. Ouais, mais c'est fou parce que 2017, j'ai l'impression qu'il y a tout le monde qui est passé par BitMEX. C'était une de ces plateformes d'échange. Alors, je ne sais pas si c'est la plateforme qui. Je sais pas toi ton expérience sur BitMEX, mais moi typiquement BitMEX c'est où j'ai eu mon expérience. Je me rappelle c'était en 2018 je crois où j'étais à Monaco et puis j'avais fait un trade. Je me rappelle toujours j'étais à Monaco donc j'étais sur ma terrasse, je me sentais vraiment genre le roi parce que j'ai vécu 2017. Donc j'avais l'impression que j'allais changer toute ma vie en quelques années. Et je me rappelle toujours qu'en quelques heures, j'avais perdu un trade sur 10 000. Je m'étais fait liquider justement sur BitMEX. Et ça m'avait fait le plus mal enfin, ça m'a fait tellement mal que j'avais fait énormément de recherches sur BitMEX. Puis j'avais l'impression qu'en fait, il y avait quand même pas mal c'était vraiment bien manipulé quand même comme plateforme. T'as quoi comme expérience là-dessus? Je sais pas si c'était manipulé. Je pense qu'il y a une part de vérité dans ça, mais je pense qu'il y a aussi une part de, bah, en fait, quand il y a juste trop de gens qui mettent du levier, bah, quand ça part contre toutes ces personnes qui ont pris du levier dans le même sens, forcément, quand le marché est pas très liquide, ça fait des grosses mèches et ça liquide encore plus de personnes. Mm. Donc, d'ailleurs, à l'époque, il y avait un petit peu ce phénomène de liquidation en cascade qui était encore plus présent qu'aujourd'hui. C'est-à-dire que vraiment, quand on partait pour un moins 20%, on se terminait avec des liquidations qui n'en terminaient plus et ça partait en moins 30, moins 40 très rapidement. Donc aujourd'hui, c'est un peu plus contrôlé. Je pense que les liquidations, elles sont soudaines, mais c'est pas non plus des énormes retracements. Et puis voilà. Et puis moi, BitMEX, c'est là où je me suis fait et défait, on va dire, dans le Je vois. sens où, voilà, avec du recul, je sais pas si j'aurais dû vraiment trader sur cette plateforme-là. Mais voilà, en tant que spéculateur, je voulais me faire la main, je voulais essayer évidemment de surperformer le marché, ce qui a marché un temps. Et puis après, première fois que tu vis un bear market, donc tu connais pas ce cycle du marché. Donc c'est pas forcément le moment le plus simple d'apprécier le marché et de le trader. Mm. Mais on va dire que ouais, BitMEX, ça m'a accompagné entre 2017 et 2019-2020. Et ça a été vraiment une des plateformes sur laquelle j'ai tradé cette traversée du désert, parce que quoi qu'on en dise, on en a vécu des choses. Moi, je suis rentré
Je suis rentré vers fin 2016, début 2017, je pense, un truc du style. Donc j'ai eu une bonne année de bull market, mais derrière je me suis fait, enfin je sais pas que je me suis fait défoncer, mais c'est qu'il y a beaucoup de désillusions, quoi. Genre tu t'attends pas à ce qu'on passe de 20 000 à 3 000 dollars. Puis au fur et à mesure, quand on est à 3 000 dollars, tu penses qu'on va aller à 1 000 dollars. Enfin, c'est typical comportement que tu vois. Donc je suis un peu passé par toutes les émotions pendant ce cycle-là. Et je pense que c'est véritablement là où j'ai le plus appris. Parce que ça demande beaucoup de discipline, en fait. Beaucoup de discipline et de détermination. Parce que, en fait, au bout d'un moment, tu peux très bien dire, bah, ça me saoule. Pourquoi j'irais continuer à perdre mon temps sur ces graphiques qui ne bougent pas ou qui font que baisser? Alors évidemment, quand tu es spéculateur, tu peux spéculer sur les deux côtés. Mais quand tu as ce biais qui est haussier, qui est le biais de bull market et qui fait que c'est très compliqué d'imaginer un marché qui fait que baisser, c'est pas évident d'approcher ce marché-là et de le trader convenablement. Donc j'ai beaucoup appris sur cette phase-là. Je me suis fait très très mal. Sincèrement, il y a eu un moment où c'était chaud. C'était chaud, notamment sur le crash Covid. C'était vraiment pas simple. Ouais, ça c'était intense, hein. De tous les côtés. Je pense que ce soit psychologiquement ou financièrement. Il faut savoir que moi, le top de 2017, je l'ai vu de mes propres yeux à la bougie près. Le bottom de 2018, 2019 aussi. Et le crash Covid, j'ai tradé 48 heures d'affilée quasiment devant les écrans et j'en ai vu des choses, tu vois. J'ai même vu BitMEX désactiver son engine de liquidation au bottom sur le crash Covid. J'ai vu plein de choses. D'ailleurs, BitMEX a été le moment où j'ai all-in mes bitcoins sur Ether à 80 dollars, 82 Wow. dollars au bottom parfait. Bon, évidemment, il y a de la chance, hein, mais après, il y a aussi comment t'approches le marché et évidemment, il y a des setups, tu vois. Genre, c'est pas en mode je l'ai all-in et si on va à 50, bonne chance. On croise les Mais, doigts. mais voilà, j'en ai vu des vertes et des pas mûres sur cette plateforme et c'est un peu là où j'ai fait mes armes, quoi. Enfin, je sais pas pour Mais toi, ouais. Alors non, moi j'ai du vécu aussi avec BitMEX. C'est vrai que c'était une sacrée plateforme. Après, j'étais très content avec Binance quand même. À partir de 2018, c'est vrai que c'est un petit peu différent. On l'utilisait pas de la même manière, mais ouais, on a et comme tu l'as très bien dit aussi, je pense que c'est là où tu as le plus appris. Et c'est quelque chose qu'aujourd'hui les gens, et je pense que beaucoup de personnes n'en sont pas vraiment conscients en fait dans quelle situation on se retrouve aujourd'hui. Si toi tu devrais donner un conseil, toi qui as eu de l'expérience typiquement quand même assez intense, qui était actif mais vraiment un vrai actif dans un bear market, je suis tout à fait d'accord avec toi sur le fait que c'est vraiment là où tu apprends. Tu apprends quand il y a plus personne, tout le monde part, tout le monde a perdu de l'argent, il y a plus personne qui s'y intéresse. De vivre ces moments-là, c'est une expérience de malade pour les prochains cycles, la folie, hein. pour le milieu financier et toutes ces choses. Aussi gérer, parce que comme tu dis psychologiquement, quand tu es à 3000, tu as l'impression que ça peut encore aller à 1000 ou bien peut-être encore à 800 dollars. Psychologiquement, c'est tout le temps la même chose. Quand on était à 45, on a l'impression que ça va à 30, et puis après quand c'est à 30, on se dit, ouais, de toute façon, ça va aller à 20. Maintenant, il y a des gens qui parlent du 12 000. La psychologie, ça a un impact énorme. Si toi, aujourd'hui, avec ton expérience, tu devrais donner un conseil aux personnes qui n'ont jamais vécu de bear market, ce serait quoi? Je te demande ça en plein live, que ça en plein spot, mais Non, bien sûr. Je pense déjà que si vous avez jamais vécu de bear market, c'est que vous avez peu d'expérience. Si vous avez peu d'expérience, c'est que vous faites probablement pas du trading. Et si vous voulez vous y mettre, je pense que c'est important de déjà le faire de manière intelligente et surtout de bien établir votre profil. C'est-à-dire que ça peut vraiment paraître basique, mais si vous avez un travail et que le trading, ça vous botte pas trop, n'insistez pas. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas dans ce profil-là, ne vous dites pas bon bah je vais peut-être mettre mes 50 balles qui me restent sur mon compte sur Binance Futures. Non, parce que ces 50 balles, s'ils sont bien investis, ils en feront peut-être 500 ou 1000. Donc voilà, je pense qu'en bear market, chaque dollar compte. Si vous n'êtes pas trader, essayez juste de les investir, que ce soit en DCA ou progressivement. Et, euh, et je pense que c'est le moment parfait aussi d'établir votre plan. C'est-à-dire que moi, personnellement, ma croyance, c'est que c'est dans ces conditions de marché ici qu'on a l'occasion de faire le plus d'argent en crypto. On est obligé de passer par ces moments-là de souffrance pour derrière avoir ces x10, x20, x30, j'en sais rien. Moi, c'est là où j'ai fait mes plus gros ROI. Donc, déjà, il faut bien identifier ce que vous faites. Est-ce que vous êtes trader? Est-ce que vous êtes investisseur? Et respecter ça. Si vous êtes trader, ou en tout cas que vous voulez apprendre à trader,
déjà, dites-vous que vous allez perdre de l'argent. Donc, même si vous voulez trader, mettez 80 ou 90% de votre capital en investissement. Ça va être la meilleure leçon que je peux donner. Et puis, profitez de ces moments-là pour établir votre plan à l'avance. C'est-à-dire que c'est pas parce que vous êtes investisseur que vous dites hodl et voilà. Alors peut-être que hodl, ça peut être votre plan, mais voilà, vous êtes dans des conditions où, bon, on est dans un bear market, mais tu vois, genre le marché, il range, il latéralise, et tes émotions, à normalement arriver maintenant, sauf si tu t'es totalement fait détruire et que tu n'arrives pas à te remettre, elles sont relativement neutres. Enfin, maintenant, tu es à un point où, genre, C'est BTC perd tellement ça. 20%, gagne 20%, tu vas pas être dans l'euphorie. Mais le jour où toutes tes cryptos vont refaire un nouvel ATH, c'est là où tu vas peut-être ressentir plus d'émotions. Et donc, c'est pour moi le moment, maintenant, d'établir votre plan à l'avance, même si vous faites de l'investissement, pour éviter d'être émotif et de répéter des erreurs que vous avez peut-être commis en rentrant très tard dans le marché ou en restant 100% exposé 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 sur les 5 prochaines années. Donc, identifiez votre psychologie, identifiez votre profil. Dans tous les cas, faites de l'investissement. Et si vous faites de l'investissement, préparez vos plans dès maintenant parce que vous serez très content de les avoir et de les respecter par la suite. Et c'est le seul moyen pour moi de rester la tête froide et d'avoir les idées claires pour ce qui va suivre. Mmh. Bah, c'est un très, très, très bon, conseil, je trouve. C'est vrai que, de toute façon, la majorité des traders vont perdre de l'argent si on n'est pas trader de base, hein. C'est un métier, extrêmement difficile, qui prend un focus, énorme, et c'est pas fait pour tout le monde, comme tu dis. Je pense que c'est des personnes-là, il y a des personnes qui sont faites pour être traders, il y a des personnes qui sont pas spécialement faites, de mon point de vue, pour être trader, parce que ça rentre pas dans leur tête. Je pense que il y a un biais aussi, le fait que c'est tout numérique, c'est un impact énorme. Si tu prends un Bitcoin, tu dis voilà un Bitcoin, tu vois le numéro 1, tu vois 0,75 ou peu importe. Si tu vois ça en billet de 10 euros ou 20 euros à côté de toi, tu ne ferais jamais la même chose en fait. C'est Et comme sur BetClick, hein. Sur BetClick, peut-être tu vas te permettre de parier 50 euros sur un match, mais tu irais peut-être pas au PMU mettre 50 euros en espèces. Ou quand tu te fais ton Uber Eats, peut-être tu vas me lâcher 35 balles, alors que dans un resto, tu serais incapable de lâcher plus de 20 euros. Donc, c'est exactement ça. Ouais. Ah, c'est clair. Et puis c'est vrai que on le dit souvent, mais il faut quand même faire attention, hein, mais c'est vrai que sur le côté investissement, on a l'impression que c'est quand on regarde le côté traditionnel ou bien ce qu'on a vécu les dernières 50 ans, c'est de faire du x2, rien que du x2, c'est déjà incroyable. C'est incroyable sur une année ou quelque chose. Et c'est vrai que la crypto, bah, elle nous a offert des chiffres qui sont absurdes, complètement délirantes. Et on a l'impression que souvent, bah, c'est soit de la chance, soit ouais, mais c'est les autres, ce sera jamais toi. Moi, je pense qu'il y a aussi un côté où si tu fais de ton taf correctement, tu t'entoures de bonnes personnes ou de bonnes communautés, typiquement. Et puis ça, c'est typiquement ce que j'ai l'impression qu'il y a aussi un petit peu de ton côté, ce qu'on peut retrouver aussi un petit peu dans ton contenu. C'est là où on peut quand même faire de bons placements. Il faut avoir une bonne stratégie, savoir combien est-ce qu'on met en rapport avec le portfolio total qu'on a et toutes ces choses. Mais ça demande du travail naturellement. Mais de placer de l'argent en investissement dans le milieu de la crypto-monnaie, aujourd'hui, c'est vrai qu'on arrive sur un marché qui est de plus en plus intéressant. Ça se voit, hein, c'est sûr, parce qu'on sait que le Bitcoin, il valait plus de 70 000 $ presque. Mais il faut, je pense, avoir du temps et puis avoir un mental quand même aussi sur le long terme aussi. Parce que ça te rend dur. là où je trouve alors, c'est le cycle qu'on vit et comment il se déroule, c'est vraiment pas simple à vivre, notamment si vous êtes rentré un petit peu tardivement. Mais je trouve que là où ceux qui sont arrivés ces 2 ou 3 dernières années ont une réelle chance, peut-être comparé à des gens comme nous qui sont peut-être arrivés avant. Et encore une fois, voilà, t'es arrivé avant, t'es pas Superman, hein, c'est juste tu t'es intéressé avant d'autres personnes. Genre, il y a pas d'ego, c'est pas parce qu'on dit qu'on arrive avant qu'on on est mieux que les autres, hein, bien sûr. Mais là où je trouve que les personnes qui sont arrivées les 2-3 dernières années ont eu de la chance, c'est que c'est beaucoup plus facile d'avoir de la conviction dans Ethereum et dans Bitcoin maintenant qu'il y a 3 ans. C'est-à-dire que moi, je me souviens quand j'ai acheté le bottom à 80 $, Ethereum est passé de 1500 $ à 80 $. Et on se demandait si un jour Ethereum allait se relever.
on se demandait si Ethereum allait pas disparaître. Et ça, c'était une vraie question. Aujourd'hui, personne ne se pose cette question. À l'époque, on se demandait si Bitcoin allait être capable de faire un nouvel ATH et s'il allait réussir à survivre à tout ce qui arrivait. Euh, Là, on se pose plus non plus la question. Alors, on se pose peut-être la question sur d'autres alts, mais je trouve que, évidemment, plus le prix monte, plus c'est facile d'avoir de la conviction et plus aussi ça valide la thèse que beaucoup de gens développent, quoi. Mhm. Ah, moi, j'avais exactement ça quand l'Ethereum c'était en 2019, je crois, à peu près 200 $. J'avais mes 32 Ethers de côté. On en parlait déjà en 2019, justement. Et puis, je les avais mis de côté. Je me suis dit, c'est bon, ce sera pour le staking, etc. Mais j'avais aucune confiance. Je la sentais vraiment pas, en fait, sur l'Ethereum. Ah Je ouais, me suis c'est dit, compliqué, hein. rien que s'il vaut 1000 $, franchement, je suis super content. Et psychologiquement, je suis sorti de l'Ethereum en dessous de 1000 $. Je suis sorti. J'ai fait d'autres choses avec mes Ah, Ethers et puis j'ai même pas participé à tout ce bull run. Toi, t'es plus Ether, t'es plus Bitcoin, Ether, t'as des cryptos favoris ou pas spécialement? je suis plus argent. Genre stablecoin? Plus ce qui va Cash. permettre de gagner de l'argent, quoi. Mais non, mais Génial. en vrai, je dis ça comme si j'avais aucun sentiment. Évidemment, quand tu utilises Ethereum, c'est difficile d'être insensible, tu vois, parce que je trouve que c'est facile d'utilisation, qu'il y a plein d'applications dessus et que tu peux faire plein de choses. Donc, moi, je suis fan de enfin, de ce que j'ai utilisé et qui marche bien. Et du peu que j'ai utilisé, il y a Bitcoin qui marche bien, mais bon, c'est comme quand j'utilise mon Nokia 3310 pour envoyer un SMS, quoi, ça fait le job, mais pas plus. Et puis après, je parle, moi, je suis quelqu'un, j'ai besoin d'être diverti, j'ai besoin d'être animé, tu vois. Genre faire juste pour envoyer de l'argent, tu vois, c'est cool. Et tout ce qu'il y a derrière et tout ce qui est amené avec la blockchain, avec la résistance à la censure et tout, c'est top, tu vois. Mais Mm, c'est pas très excitant quand t'as goûté à Ethereum. Quand t'as mm, goûté à Ethereum, comment tu peux avoir envie d'utiliser Bitcoin tous les jours? Moi, enfin, je te parle vraiment d'un point de vue quelqu'un qui utilise au quotidien la blockchain et qui a envie d'expérimenter. En vrai, je mm. trouve que sur Bitcoin, tu peux pas beaucoup expérimenter. Mais ça a d'autres qualités et c'est pour ça que les gens investissent dedans, comme moi, je peux le faire aussi. Et moi, ouais, par exemple, Ethereum, Solana, j'aime beaucoup Solana parce qu'il y a un bel écosystème, parce que ça fonctionne bien aussi, quoi que les gens en disent, en tout cas en ce moment. Et puis après, j'ai pas testé non plus beaucoup d'autres choses. Tu vois, Avalanche, j'ai très peu utilisé. Le reste, j'ai un peu utilisé Cosmos Mm. pour tout ce qui était osmosis et tout, mais ça s'arrête là. Donc, ouais, je suis très fan d'Ethereum quand même. Mhm. Ouais, t'es beaucoup plus en tant qu'utilisateur, t'as besoin de pouvoir faire plein de choses différentes. C'est vrai qu'Ethereum, c'est ce qu'on a vécu. J'ai l'impression que c'est depuis Uniswap. Depuis que Uniswap est sorti, et puis qu'on pouvait, bon, c'était encore à l'époque qu'on pouvait faire des transferts pour vraiment rien du tout, et puis qu'on s'amusait. Mais Ouais. tu vois, c'est bête, hein. Peut-être que je vais me faire insulter dans le chat, mais tu vois, envoyer de l'argent de quelqu'un à une autre personne, tu vois, je peux le faire via PayPal. Alors évidemment, c'est pas résistant à la censure, on peut le geler mon compte et tout, mais enfin, ce que je veux dire, c'est qu'envoyer de l'argent d'une personne à une autre, si on enlève toute la partie, genre, je suis autonome, je gère mon argent, personne peut me le confisquer, bah, c'est pas très excitant. Alors que, tu vois, Ethereum, etc., t'as plein de dApps, t'as plein de choses sur lesquelles tu peux expérimenter et des choses auxquelles t'as jamais fait face dans le passé, tu vois. Mhm. Genre, qui aurait pu te dire que tu allais trader des JPEG? Qui aurait pu te dire que tu allais pouvoir trader n'importe quel jeton, créer tes propres jetons, tu vois, genre aller générer du rendement en empruntant à d'autres personnes, tu vois. Ça, tu peux pas le faire dans l'économie réelle. Tu t'interagis forcément avec des banques, tu vois, où genre c'est très compliqué de le faire de cette manière-là. Donc moi, c'est vraiment ça qui m'a touché, c'est Mhm. des applications, des utilisations que je pouvais pas faire réellement Mhm. dans Ouais, ma ouais. vie de tous les jours, quoi. Ouais, je vois tout à fait. Je Je pousse pense le que vice, hein, non, mais évidemment. t'as tout à fait raison. Bon, après, c'est vrai que si on parle du consensus de Bitcoin et toutes ces choses, ça, on peut aller bien plus loin, c'est sûr. Et puis, je pense que de toute façon, c'est un combat de cypherpunk aujourd'hui. Bah, je pense que tu as vu aussi le film sur Netflix. Et puis, je pense que c'est vraiment un combat sur l'anonymat, sur le privacy, toutes ces choses aussi qui est en train de se mettre en place avec le Bitcoin. Et je pense que c'était surtout un gros mouvement. Il y a je suis plus pro Bitcoin que Ether, même que je suis beaucoup plus un utilisateur même d'Ether que Bitcoin encore aujourd'hui. Mais je pense, on a pas mal discuté ici où moi j'habite en Suisse, à Neuchâtel, il y a beaucoup de maximalistes Bitcoin qui sont assez connus aussi. Et on a beaucoup discuté ces derniers temps avec le merge d'Ethereum 2.0 qui s'est super bien passé. D'ailleurs, c'était assez étonnant parce que c'est la toute première fois que j'ai entendu des maximalistes Bitcoin féliciter quelque chose
autre que Bitcoin, en fait, tout simplement. Et donc, ils ont clairement félicité ce merge. Ils ont clairement dit que voilà, il y avait eu un travail monstrueux qui a été fait. Est-ce que tu penses qu'il peut avoir un flip entre Bitcoin et Ethereum dans les années à venir en question de En capitalisation, capitalisation, tu veux dire? Ouais. du marché? Bon, personnellement, je pense que oui. Est-ce que si ça va durer, à voir. Mais je pense qu'il va avoir un flip. Ça va pas durer très longtemps, entre 2 à 4 ans peut-être. Et puis qu'il va avoir un moment donné où en fait on va switcher le média. Aujourd'hui, on parle beaucoup de Bitcoin souvent sur les grands médias. Bitcoin a perdu 80%, Bitcoin a fait plus 200%, etc. Je pense qu'en fait, on va commencer à parler d'Ethereum. Parce que ce sera Ethereum qu'on va commencer à utiliser sur le côté finance, etc. Et je pense que ce flip-là et sur les médias va avoir un impact énorme parce que du coup, les gens qui ont très peu de connaissances vont commencer à injecter de l'argent dans l'écosystème plutôt Ethereum. Et ça va avoir un impact sur aussi tous les projets liés à ça. En fait, ouais, Qu'est-ce que toi tu en penses? je me demande la répartition déjà de gens qui ont du Bitcoin vs de l'Ethereum, tu vois. Genre, j'ai du mal à me rendre compte, est-ce que, genre, monsieur et madame tout le monde qui sont intéressés aux crypto, est-ce qu'ils ont acheté que du Bitcoin? Est-ce qu'ils ont acheté que du Shiba? Est-ce qu'ils ont acheté aussi de l'Ethereum? Tu vois, ça, je sais pas. Et donc, en fait, si on change de narrative et que Ethereum overtake, tu vois, qu'est-ce qui se passe dans la tête de ces gens-là, tu vois? Ça, je me demande. Donc, franchement, sincèrement, je sais pas. Et même pour répondre sur la partie maximalisme, je pense que je serais rarement maximaliste de quoi que ce soit. Parce que, tu vois, genre, même si genre, je suis à fond sur Ether, j'aurai toujours du Bitcoin. Enfin, parier uniquement sur quelque chose, bon là, c'est pas du pari dans le maximalisme, c'est plus de la conviction en fait. Ah ouais. Mais parier, ça demande aussi de la conviction. Mais tu vois, parier uniquement sur une option, c'est pas fou, quoi, d'un point de vue espérance de gain. À part si C'est clair. t'as vraiment le bon cheval et que ça changera jamais. Donc moi, je suis un spéculateur et pour moi, parier uniquement sur un cheval alors que je peux peut-être parier sur plusieurs, c'est peut-être la meilleure des choses. Alors encore une fois, il faut avoir de la conviction sur chaque cheval sur lequel tu paries, un peu comme un vicier, quoi. Mais voilà. Et d'un point de vue capitalisation, moi je pense qu'il y aura un moment où Ethereum flippera. Bitcoin, après, je sais pas encore une fois si ça va durer ou pas. J'aurais plus tendance à dire que si c'était un flip, ça durerait pas. Genre, on aura un flip temporaire et peut-être un Ethereum qui revienne à la raison, mais qu'au final, on se retrouve avec un Ether qui flippe de plus en plus Bitcoin jusqu'à peut-être le flipper de manière définitive. Je pense pas que ça va être genre juste il flippe et il y a plus de retour en arrière. Je pense que ça va être plus on flip, beaucoup d'euphorie sur Ethereum. Après, on se calme et au creux de la vague, tout le monde est en mode mais en fait Ethereum c'est de la merde, c'est Bitcoin. Et puis au final, à ce moment-là, genre en fait on repart et Ethereum, enfin tu vois, je pense que ça va être plus quelque chose qui va ressembler à ça plutôt que genre juste un flip définitif ou zéro flip quoi. Ok, intéressant, ouais. Ouais, du coup, toi, tu as vécu aussi Bitcoin Cash à l'époque quand ils ont essayé de flip Bitcoin avec Roger Ver aussi. Ça, c'était une belle C'était époque en hein, quand même. novembre ou décembre. Ouais. Ouais, par là, je crois. Ouais, ouais, Ça. c'était novembre, par là. Ouais, c'était intense quand même. Hein. De nouveau, ça, c'est de On n'avait jamais l'expérience. vécu d'hard fork comme ça, moi personnellement en tout cas. Tu vois, genre Mhm. tu demandais même si ça allait être possible. Ouais. Et je me souviens, hein, enfin déjà le pic sur Coinbase à 2500 $, c'était marrant. Mais Ouais. c'était fou, c'était fou. C'était une époque incroyable. J'en suis un peu nostalgique, mais je pense qu'aujourd'hui, on est en train de créer d'autres moments et les gens seront aussi Mm. nostalgiques. Quand peut-être dans 2-3 ans, on reparlera du crash de l'UST. J'espère on y regalera tous, tu vois. J'espère que tout le monde le prendra de manière un peu plus légère. Mhm. Mais tu vois, il y a des moments comme ça, il y a des faits qui marquent les cycles et ça en fait partie. Ouais, Et c'est clair. ça rend le truc marrant parce qu'au final, tu as vécu tellement de souffrances que bah, quand tu es en haut de la colline et que tu regardes derrière, tu les vois et puis tu te dis, bon, bah, ça a été Ouais, quoi. c'est ça, exactement. Après, nous, on va peut-être avoir des personnes qui vont nous rejoindre aussi après, peut-être sur le live, des personnes de la communauté ou peut-être aussi même de l'équipe de Cryptologique. Donc, en attendant qu'il y ait peut-être des gens qui nous rejoignent, je voulais aussi te poser quelques petites questions sur CryptoPixou, sur ce que toi, tu as déjà créé jusqu'à aujourd'hui avec tes réseaux. Et puis également, qu'est-ce qu'on peut s'attendre pour un viewer? On est actuellement près de 100 personnes sur le live, des personnes qui t'ont jamais vu, des personnes qui aimeraient peut-être découvrir un tout petit peu ton contenu, à quoi s'attendre. Donc, tu as surtout parlé de trading. Et puis, où est-ce qu'on peut surtout te retrouver? Donc, Twitch, Twitter, etc. Tu peux nous en dire un petit peu plus?
Ouais. Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est que moi, en fait, de base, j'étais déjà impliqué sur les réseaux publiquement il y a longtemps, notamment en 2007. En gros, j'ai cofondé Le Trône, qui est, je pense, peut-être quelque chose que certains connaissent ici, qui est Mmh. en tout cas une chaîne YouTube qui a plus de 100 000 abonnés aujourd'hui, etc. Donc moi, j'ai fondé Le Trône au tout début, le groupe, notamment avec Tonton, qui est la personne qui fait la vidéo. Ah, je savais pas. Donc j'ai été public pendant très longtemps sous le nom de Léo DPS. Et au final, en fait, au moment où j'ai commencé à prendre un petit peu mon envol et faire des choses publiquement, j'ai commencé, genre j'avais 8000 followers, mais genre du gaming, etc. Et j'ai commencé à parler publiquement, faire des analyses techniques publiques en vidéo sur Twitter, etc. Genre ma première analyse technique sur Twitter, elle fait genre 40 000 vues. C'était n'importe quoi, ça avait pris... bon, évidemment, on était avant le break de la TH, je crois, ou dans ces eaux-là, donc C'est forcément ça énorme. aide, mais ça avait bien pété. Et puis, je me suis fait ban de nulle part sans raison sur Twitter, en fait. Et du coup, c'est un peu de là où j'ai tout reconstruit. Donc, je suis reparti de zéro. Je me suis refait ban et je suis reparti de zéro avec un nouveau téléphone, un nouvel opérateur mobile, en changeant tout. Et en fait, j'avais créé un compte de second à l'époque qui s'appelait CryptoPixel que je voulais utiliser pour Twitter en anglais. Et au final, je me suis retrouvé à utiliser ce nom-là parce que c'était mon compte de secours, en fait. Sur lequel j'avais personne, mais c'était mon compte de secours. Et du coup, je Excellent. l'ai utilisé à partir de là, je l'ai lancé et après, ça allait super vite. Et du coup, pour revenir un petit peu à ce à quoi les gens peuvent s'attendre en me suivant, Twitter, je pense que c'est pas forcément là où je vais être le plus actif, mais c'est là où d'où les gens me connaissent. Parce que j'ai une PP qui est la même depuis longtemps, parce que bah, je suis actif, peu importe ce qui se passe sur le marché, et parce qu'évidemment, quoi qu'on en dise, quand on est investisseur, on a forcément un petit diable au-dessus de sa tête, au-dessus de son épaule, et qui nous dit est-ce qu'on n'irait pas faire un peu plus de rendement? On n'essayerait pas de faire surperformer le marché? Et donc, quand les gens essayent de faire ça, des fois, ils tombent sur moi. Et donc, moi, mon objectif, c'est de partager un petit peu mon parcours et ma manière de faire de manière assez naturelle et surtout nuancée. C'est-à-dire que Mmh. le monde n'est pas noir ou blanc, le monde est gris. Et l'objectif, c'est de vous donner un maximum de conseils à partir de ce que moi j'ai vécu. Et ça passe par vous partager ce que je vois et vous expliquer ce que je vois, pourquoi je le vois, comment je l'interprète. Et pour certains, ça les aide à spéculer. Pour d'autres, c'est juste de la curiosité. Et donc, en ce moment, je fais 3 vidéos par semaine sur YouTube. Je pense pas que ça va être Excellent. la vidéo YouTube classique où genre je vais scroll mon feed Twitter pour expliquer ce qui se passe sur Twitter, ensuite lire 2-3 actus et ensuite me mettre sur la chart en logarithmique et en hebdomadaire. Moi, ça va être plutôt, je dirais, du daily ou des time frames un peu plus basses. Et mon objectif, c'est pas de faire que des analyses. Mon objectif, c'est de vous partager ce que je trade. C'est-à-dire que qu'est-ce qu'on a à foutre d'un mec qui analyse? Ce qu'on veut voir, c'est comment il se positionne, qu'est-ce qu'il en fait, parce que c'est facile de dire je pense que ça va monter ou je pense que ça va baisser, mais trader, c'est être capable de dire ok, si on arrive à ce point-là, j'ai tort. Et Mmh. c'est ça la base du trading, c'est être capable de dire ok, si on arrive à ce point-là, j'ai tort. Par contre, si j'ai raison, je gagne 3 fois plus que par rapport à ce que je vais perdre si jamais j'ai tort. Et donc, c'est un petit peu ça ma croisade en ce moment, c'est d'expliquer aux gens que l'analyse, c'est bien, mais on s'en fout si derrière ça mène à aucun trade en fait. Bon, après, il y a des gens qui aiment bien être tenus par la main et qu'on leur dise bah écoutez, tu vois, ce coin, ça ira bien dans 3 ans. Euh, Tant mieux. Moi, je suis plus dans une optique de bah, si tu regardes des analyses, autant progresser et autant essayer d'en faire Mmh. quelque chose. Et, euh, et voilà un petit peu ce que j'essaye de faire. Donc c'est surtout un petit peu du live trading, mais où enfin, que ce soit mettant sur Twitch ou bien que ce soit mettant en partage sur ton Discord ou sur Twitter ou autre, tu vas partager voilà ce que toi tu es en train de faire, hein, parce que tu trades beaucoup et tous les jours, je suppose. Euh, Pas forcément tous les jours, mais je regarde beaucoup mes écrans. C'est-à-dire que pour ouais, moi, être un bon trader, c'est pas forcément trader tous les jours. mm, Après, chacun a ouais, son style de trading, t'as plein de c'est bon. styles. Moi, plus j'avance dans le temps, moins je trade, moins je mets de choses sur mon graphique et meilleur je suis. Mm, Donc, ok. comme quoi, il n'y a pas d'indicateur magique et c'est pas parce que vous voyez un mec qui trace 10 000 lignes sur son écran et qui utilise 4 indicateurs en même temps qu'il va avoir de meilleurs résultats. Mm, Souvent, les choses les plus simples sont les plus efficientes à condition d'être bien utilisé, bien tracé, bien pensé de base, quoi. mhm. J'aimerais un petit peu l'expliquer d'une manière où
en gros, tu vois, souvent, il y a des musiciens qui jouent d'un instrument ou qui chantent, et tu sais, t'as l'impression c'est simple, mais c'est incroyable. Mais en fait, pour moi, c'est ça. T'as pas besoin de montrer la complexité de la chose. L'objectif, c'est d'enlever tout ce surplus, d'essayer de clarifier un maximum ta pensée. Et au final, quand je partage mon contenu, moi, ce que j'aime dans le fait de partager mon contenu, c'est que ça permet aussi de clarifier ma pensée. C'est-à-dire que je suis obligé de mâcher 4 fois mes mots, de réfléchir à comment je vais le dire, de réfléchir à mes scénarios et être plus exigeant envers moi-même lorsque je vais produire le contenu que, par exemple, si je produisais pas de contenu et que j'étais dans mon coin. Et ça que j'aime bien, c'est qu'en vrai, ma chaîne YouTube, c'est un journal de trading, quoi. Ok, intéressant. Ok, bah super, merci bien pour ça. Il y a une question ici de Jeff Bond. Pourquoi tu ne fais plus partie de Tron? Bah en fait, le trône, j'en avais un petit peu marre pour pas mal de raisons, notamment que j'en avais marre de dépendre d'autres personnes. J'aime bien être libre en fait. Et j'aime, enfin, non pas que j'avais pas d'impact là-bas, mais j'aime bien être libre et pouvoir pouvoir faire ce que je veux. Et j'avais pas l'impression d'avoir nécessairement toutes les cartes en main à ce moment-là là-bas. Et puis j'avais envie de me lancer un peu plus en solo. Maintenant que j'avais pris plus de maturité, que j'avais plus tradé, que j'avais appris pas mal de choses. Et ça s'est fait comme ça. Et évidemment, je leur souhaite le meilleur du monde au trône, hein. Si je suis là, c'est aussi parce que bah, j'ai été dans le trône, que j'ai appris beaucoup de choses là-bas, que j'ai partagé beaucoup de choses là-bas, etc. Donc c'est vraiment une bonne expérience. Mais c'est juste au bout d'un moment, je voulais être libre. Et ma manière d'être libre, c'était d'être seul, en tout cas dans ma production de contenu. Après, ça n'enlève pas d'avoir Capet, d'avoir une équipe justement qui est énorme sur Khan Academy. Mais d'un point de vue trading pur, je voulais avoir une identité un petit peu plus, euh, comment dire, qui reflète un peu plus qui je suis plutôt que celle d'un groupe. C'est la liberté CryptoPixel du coup. Ça t'a C'est donné ça. cette... Exact, ok, nice, cool. Moi, c'est la base. Hein. Si tu sais pas lire la liquidité, c'est que la liquidité, c'est toi. Hein. Donc, don't be exit liquidity. Non, en effet, complètement d'accord.